Salut, c'est Black Ink, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la Arkham JCE TV. Aujourd'hui, on reprend la série consacrée aux chercheurs avec ce challenge solo difficile sur la campagne des Clés Écarlates, la dernière campagne en date avec le pool de cartes complet. Je passe rapidement, comme d'habitude, investigateur, deck initial, final et retour d'expérience pour attaquer le dernier chercheur de la série, qui n'est d'autre que Mandy Thompson, la chercheuse. Elle a 3 de volonté, 5 d'intelligence, 1 de force et 3 d'agilité, les traits assistant et érudit. Sa capacité est une réaction quand un investigateur dans votre lieu devrait chercher dans son deck ou dans le deck rencontre. Il peut soit chercher parmi 3 cartes supplémentaires, soit résoudre une cible supplémentaire de la recherche, limite d'une fois par round. Son Eldersen est un plus 0, un maigre plus 0. Cherchez une carte parmi les 3 cartes du dessus de votre deck, soit vous la piochez, soit vous l'attribuez à ce test si possible, et vous mélangez votre deck. 6 points de vie, 8 points de santé mentale, une taille de deck de 30, 40 ou 50, j'y reviendrai par la suite. Un choix de classe secondaire, oui, ça fait partie de ces fameux investigateurs qu'on pourrait dire que moi, par abus de langage, j'appelle triclassés. Choisissez donc Mystique, Truand ou Survivant, et dans la construction du deck, donc elle a des cartes chercheurs de niveau 0 à 5, cartes neutres de niveau 0 à 5 et jusqu'à 10 cartes événements et ou compétences de la classe secondaire choisie. Particularité, elle a sa carte signature en 3 exemplaires dans son deck si elle a un deck de 50 cartes. 2 fois 40 et 1 fois 30. J'ai mis la petite mention Tabou 2022 puisque j'ai joué Mandy Thompson avec le Tabou 2022 qui ne nous permet plus de choisir le nombre de cartes dans son deck. La création du deck comporte 50 cartes, point barre en Tabou 2022. 2022 ? Oui, 2022. Donc voilà, on n'a plus cette possibilité de venir choisir. Certains ont créé un beau scandale. Honnêtement, Mandy 30 cartes, c'était juste abusé. C'était juste beaucoup trop fort. Notamment lorsqu'elle était en classe truand, notamment, mais pas forcément que. Mais c'était vraiment abusé. J'avais joué en solo, déjà Mandy en solo difficile, sur, si je ne m'abuse, le cercle brisé. Bah, j'avais roulé sur la campagne. Avec le truand. Mais j'avais roulé sur tous les scénarios. Donc bref. Donc Mandy, en tabou, a 50 cartes, et donc elle a 3 fois sa carte signature, preuve occulte. Mais on revient rapidement à Mandy. Une statline, honnêtement, parfaite. Enfin, parfaite ou presque, franchement, qu'est-ce qu'on pourrait lui demander de plus à cette statline? Elle a sa stat principale à 5, génial. La stat dont elle ne servira jamais à 1, génial. Mieux si t'étais 0, donc impossible pour l'instant. En tout cas, pour l'instant, ça ne s'est pas encore vu. Et les 2 stats défensifs à 3 et 3, bon, ok, jusqu'à... sur les premières campagnes, la volonté était plus testée que l'agilité, donc on aurait pu préférer un 4 en agilité, un 4 en volonté, 2 en agilité. Néanmoins, au fur et à mesure que la collection augmente, que le nombre de campagnes s'accroît, en fait, ça tend à s'équilibrer. Donc honnêtement, une statline parfaite. Pour moi, une statline parfaite. Donc bon, elle est pas fragile en point de vie, elle a 6, elle a pas 5 contrairement à Daisy, donc voilà. Mandy, déjà là-dessus, elle est super forte. C'est une investigatrice qui va venir jouer sur la recherche, on le voit avec sa capacité, et on le voit aussi évidemment avec preuve occulte, qui vient en 3 exemplaires, puisqu'elle a 50 cartes dans son deck en tabou 2022. La preuve occulte est un événement qui coûte 0 avec une icône d'intelligence libre, pardon. Si jamais on peut jouer la preuve occulte depuis notre main, moyennant une action du coup, mélanger preuve occulte dans votre deck. Voilà, on peut remélanger notre carte signature dans notre deck. Par contre, en réaction, quand vous cherchez dans votre deck et que preuve occulte se trouve parmi les cartes consultées, révélez-la, piochez-la et découvrez un indice dans votre lieu. Maximum d'une capacité recherche par recherche. Attention, Mandy cherche dans son deck, Mandy a une preuve occulte parmi les cartes recherchées, la cible n'est pas la preuve occulte, c'est la capacité recherche qui dit qu'en plus de la cible, on choisit une carte avec ce trait recherche et on active son effet. Donc du coup, non seulement Mandy peut récupérer avec un objet via le sac à dos, mais en plus récupère une preuve occulte et donc récupère un indice sans test dans son lieu, ce qui en solo est juste parfait. En multi, c'est un peu moins fort, 3, 4 encore moins, mais en solo, c'est juste parfait, c'est juste trop fort. Sa
Faiblesse signature, la découverte choquante est une bévue mystère, révélation mélangée, découverte choquante dans votre deck. Si vous ne pouvez pas, défaussez-la et piochez la carte du dessus du deck rencontre à la place. Forcé, quand vous cherchez dans votre deck et que cette carte se trouve parmi les cartes consultées, défaussez-la, annulez la recherche et tous ses effets, donc les capacités recherche, mélangez le deck consulté, piochez la carte du dessus du deck rencontre. Donc globalement, cette carte, c'est juste piocher la carte du dessus du deck rencontre. Voilà, au global. Bon, ça annule une recherche. Donc typiquement, avec votre sac à dos, vous êtes bagué. Vous n'allez pas chercher d'objets avec votre sac à dos. Ça doit être le pire cauchemar domaine, cette faiblesse signature. Mais bon, mis à part ça, bon, c'est un peu embêtant parce qu'on ne sait jamais ce qui peut nous arriver dessus avec la carte du dessus deck rencontre, mais bon, néanmoins, franchement, ça va. Eu égard à la statline, à la preuve occulte et aux capacités de deck building de Mandy à partir du moment où on peut choisir une classe parmi 3, certes qu'en événement en compétence, mais c'est quand même énorme, et bien c'est quand même pas rien. C'est quand même pas rien, Mandy est vraiment connue pour être l'une des investigatrices les plus fortes du jeu, notamment quand elle était hors tabou. Et c'est la deuxième investigatrice qui subit un tabou, le premier étant Rex. Pour l'instant, les deux seuls investigateurs qui ont des tabous, ce sont des chercheurs. Hasard? Je ne pense pas. Le deck initial, du coup, le voici. Par où commencer? Bon. Concrètement, on a pris Truand. Déjà, voilà, on a pris Truand. Parce que Fred Quarch me l'a demandé, tout simplement. Dans un commentaire de je ne sais plus quelle vidéo, il a dit tiens, ce serait bien que on voit une Mandy Truand. Je crois qu'il avait dit que ça se voyait pas trop. Alors moi personnellement j'avais toujours joué Mandy en truand auparavant. Peut-être une fois en mystique, mais c'est tout. Mais j'avais beaucoup aimé Mandy truand avec à la grande époque où le pendentif de l'arène pouvait être récursif, ou Brelandas pouvait être récursif. J'adorais jouer Mandy avec Brelandas et pas forcément pendentif de l'arène, mais juste le Brelandas. Enfin je trouvais ça super fort. Bon, sur ce deck, quoi dire? On enquête. On enquête beaucoup avec les mémoires macabres. On cherche à aller le plus vite possible en enquête. On a de la pioche avec le parchemin des secrets, le journal des rêves. Je le traduirai. J'avais pris l'analyse subtile parce que bon, j'espérais avoir celui avec les ennemis engagés et celui du lieu à valeur occulte 4. On verra par la suite ce que j'ai obtenu. On a les tenues élégantes pour le premier scénario parce que ça sert toujours. En allié, bon bah évidemment on a le documentaliste, c'est la carte qu'il faut avoir dans son deck Mandy de façon à sortir notre faiblesse découverte choquante du deck le plus vite possible et derrière avoir la voie libre pour tous les autres effets de recherche. Milan, voilà, pour le petit plus 1 en intelligence, de l'économie. L'étudiant en médecine qui est là pour faire Mumuse, clairement, c'est pas une carte maîtresse du tout. L'assistante de laboratoire pour avoir de la pioche. Au niveau des événements, bon, on a des trucs classiques, croquis absurde pour piocher, étude nocturne pour avoir des ressources, parce que le deck coûte quand même un poil cher, on le voit, un poil cher, ça va. Invocation occulte pour combattre et venir compléter le lexique occulte. Raccourci pour essayer de gagner un point de tempo. Et du coup, sur le tempo, je vais parler des événements truands, qui ont en fait été calibrés, pensés pour ça. Je vais prendre ça. On va enquêter quasiment tous les tours, si ce n'est tous les tours. Donc, on va pouvoir facilement poser un de nos soutiens grâce à je vais prendre ça. Insaisissable pour venir sortir d'un faux pas éventuel, même si en solo il n'y a pas beaucoup d'ennemis, notamment dans les clés écarlates. Forcer l'entrée pour venir et enquêter et au vu de ma stade d'intelligence additionnée à l'agilité, ça fait une enquête à 8. Il y a quand même de fortes chances que j'arrive à échapper à un ennemi en même temps. Tirer et fuir pour venir enclencher à répétition des effets d'entrée de jeu de l'assistante et notamment du documentaliste ou de l'étudiant en médecine. Concrètement, l'idée c'est tirer, fuir, documentaliste, hop, au revoir découverte choquante, documentaliste revient et au tour d'après je le rebalance pour aller récupérer mes morts macabres ou mon lexique ou mon journal des rêves. C'est ça. Petit gain d'action aussi avec le pacte phocéen parce que 5 ressources, c'est quand même pas rien.
Demander un service, voilà, pour aller faire de la recherche. Documentaliste pour la recherche. Eureka pour la recherche. Pour l'instant, il n'y a pas trop de recherche. J'ai pas voulu prendre ami des bas-fonds. Ça, le surcoût en ressources me disait trop rien. Donc j'ai pas voulu le prendre. Voilà. En matière d'icônes, voilà une grosse majorité d'icônes d'intelligence. Alors attention, je l'ai déjà dit par ailleurs. On est dans un deck à 50 cartes, ne vous fiez pas au graphique, il y a énormément d'icônes, oui, mais dans les faits, toutes les icônes ne seront pas utilisées, il y a des choses qui vont être jouées, et c'est proportionnel encore une fois au nombre de cartes dans le deck. Voilà. Par contre, on a quand même un deck qui pioche pas mal entre le parchemin des secrets, qui en version tabou a une capacité gratuite rapide, je le rappelle, ça c'est important. Les gens sous-estiment ou mésestiment le parchemin des secrets, moi j'aime beaucoup personnellement. L'assistante de laboratoire qui nous fait piocher aussi. C'est pas trop mal. Bon, demande un service qui nous permet d'aller chercher les compétences aussi, Eureka, cran, dextérité, perception, voilà. Pioche un peu. Pas énorme, mais un peu. C'est vrai que j'ai pas pris beaucoup de cartes de pioche chercheur, parce que je voulais essayer de privilégier un peu les recherches. Le deck final, le voici. Il est balèze. J'ai oublié de mettre le nombre d'XP. J'ai oublié. Bon. Nombre d'XP. Codex 2. Journal des rêves 2 fois, mais c'est avec analyse subtile. Particularité. J'ai pris ma collection physique et j'ai pioché 2 fois le journal qui bénéficiait le fait qu'on soit engagé avec un ennemi. J'ai pris mes 6 exemplaires, je les ai mélangés, j'ai eu 2 fois le journal par rapport à la fuite, à l'échappaire. Donc on est à 5, plus le lexique 8, plus les manuscrits 13, 2 sacs à dos 17, Abigail 21, bibliothèque en 2 fois 23, la bourse 27, cible facile 28, trouvaille surprenante 29. Ouais. Bon, je me suis peut-être trompé, mais c'est à peu près ça. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce deck? Des livres et encore des livres. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça, il n'y a que des livres. Il y a combien? Il y a 2, 4, 6, 8 livres. Ah, il y a 8 livres dans le deck. 8? Non, je dis des bêtises là. C'est pas pair. Il y a 9 livres. 9 livres. La vache. Vive le calcul mental. Bon, bref. Il y a 9 livres. Il y a 9 livres pour aller avec Abigail et aller avec la bibliothécaire adjointe. Voilà, l'idée c'est, je l'avais jamais joué, la bourse archéologique miskatonique. Et du coup, jouer cet archétype livre qui plaît énormément à Daisy, évidemment, mais qui correspond quand même très bien à Mandy à partir du moment où on a Abigail, Foreman dans notre deck. Franchement, ça marche super bien. Concrètement, dans les livres, lexique occulte et le codex d'un autre monde pour gérer les ennemis. Bon, même si le codex c'est de façon directe. Le journal des rêves qui, du coup, par le hasard, me permet aussi de gérer les ennemis. Ça a quand même bien servi tout au long de la campagne. Les manuscrits narcotiques sur lesquels je reviendrai par la suite, mais qui m'ont beaucoup servi sur le dernier scénario. Avec un chaos bag. Abigail et la bibliothèque, j'en ai déjà parlé. Cible facile pour venir un peu booster la pioche et les ressources, même si, franchement, c'était pas le plus efficace du tout. Trouvaille surprenante, ça a été pour le dernier scénario, et en vrai, il y a eu une utilisation via une recherche. C'est tout. On voit néanmoins, petite évolution au niveau des événements des truands. Les je vais prendre ça sont restés, les tirets furent sont restés. 3 cibles faciles sont venus évincer insaisissables. Et le pacte faustien, je n'ai pas eu besoin en fait du pacte faustien, je ne m'en suis jamais servi. Franchement, pas besoin. Pas besoin. J'ai pas eu ce besoin en ressources que je craignais à l'origine. Et du coup, je n'ai que 9 événements à la fin. Et non pas 10. On est venu essayer de booster un peu le côté recherche avec du coup, au-delà des preuves occultes, rajouter les trouvailles surprenantes qui sont venues compléter aussi les révélations stupéfiantes. Voilà, sympa. Même si encore une fois, j'ai pas excellé en matière de recherche. Oui, j'ai posé des sacs à dos, j'ai surtout utilisé des demandes d'un service. Ça a été bien cool. Mais ouais, voilà, pas plus que ça. Bon, le documentaliste, oui, évidemment. Mais en fait, ça m'a... Les recherches, ça n'a pas été l'élément le
plus utilisé du deck en fait. Mais bon, on va revenir sur tout ça par la suite. En termes de cours, bon, c'est un deck qui coûte pas cher, on le voit en fait, finalement. 10 cartes qui coûtent 0, 10 cartes qui coûtent 1, 11 cartes qui coûtent 2 ou peut-être 12. Donc en fait, il y a les 3/5 du deck qui coûtent 2 ou moins. Franchement, enfin même plus. Attends, voilà, il y a quoi? Il y a 3 cartes qui coûtent 4 et une qui coûte 4, une qui coûte 5. Donc en fait, oui, oui, il y a 13 compétences, mais évidemment. 10, 20, 31, 31 plus 13, 44. Ouais, 44. Donc il y a 44 cartes qui coûtent entre 2 et 0, dont uniquement 11, donc un quart qui coûte 2. Donc voilà, vous voyez bien que le deck, il est pas cher du tout. Pas cher, pas cher. Au niveau des icônes, bon, c'est toujours une majorité écrasante d'icônes d'intelligence. Icône libre, il faut prendre en compte le fait qu'on a la carte liée au journal des rêves, l'essence onirique, voilà, qui m'aidera notamment à échapper aux ennemis. D'ailleurs, on voit qu'en agilité, je suis pas mal aussi. Je peux essayer de pas mal esquiver, bien que honnêtement, finalement, j'en ai pas eu tant besoin que ça. Au niveau du retour d'expérience, quelques remarques générales sur le deck. Un deck très facile, un deck franchement, comme je disais avec Rex, très straightforward. On est là, on commence, on a 50 d'intelligence, on enquête, on se déplace, on pose notre truc, on fait notre mamaille. C'est pas un deck compliqué à mener. C'est pas un deck compliqué à mener, la capacité de Mandy, comme je l'ai écrit, n'est pas surexploitée, franchement. C'est un peu un échec, mais pas un grave échec. J'ai gagné la campagne, franchement ça s'est très bien passé. Mais effectivement, j'ai eu cette petite frustration à pas sentir que... Franchement, voilà, des preuves occultes, je crois que j'ai réussi à récupérer des indices 2 fois avec. Parce qu'il y a eu au moins 2 fois où en fait, je les ai trouvés, mais j'étais pas dans un lieu avec des indices. Mauvais calcul. Mais ouais, enfin, de toute façon, j'en ai pas ressenti le besoin déjà, parce que j'enquêtais tellement facilement que voilà. Et bon, bah franchement... voilà quoi, c'est Mandy, ça enquête, ça marche, et ça avance quoi. Après voilà, c'est vrai que oui, un deck de 50 cartes, bah effectivement, l'épreuve occulte, t'es pas là tout de suite. Voilà. Alors, sur ce qui a bien marché, le codex d'un autre monde. Le codex d'un autre monde, pardon, a nettoyé le board de cultistes. Au moins sur 2 scénarios. Au moins sur 2 scénarios, ça m'a permis de virer 2 ou 3 cultistes, je crois, de mémoire. Cultistes ou assimilés à des ennemis un peu relous, distants ou pas distants, mais qui faisaient des trucs pas très sympas. Et du coup, c'est super fort, parce qu'en plus, avec la capa de Mandy, je cherchais parmi 12 cartes, et non pas 9. Donc c'est vrai que commencer à chercher parmi 12 cartes sur un deck de rencontre à 30, qui généralement a déjà bien 10 cartes en moins, bon 12 cartes parmi 20, 22... ça passe carrément bien. Et puis par ailleurs, deuxième effet qui se coule, à partir du moment où j'avais Abigail Foreman, il y a eu vraiment une fois où... Il y a eu une fois, enfin je crois que c'était sur le scénario Alexandrie, coup sur coup j'utilise 2 fois le codex avec Abigail, et les 2 fois j'arrive en fait à virer... à virer les trucs coup sur coup quoi, ultra, enfin du coup super rapidement. Je vire 2 ennemis la première fois et je vire une traîtrise qui est à un endroit la deuxième fois. Donc bon, franchement cool. Très très cool, très très sympa. Après voilà, malheureusement, ça a été, je crois que sur cet unique scénario que j'ai pu faire ça, alors que c'était vraiment mon idée de base d'utiliser Abigail, notamment avec le codex d'un autre monde. Parce que en fait ça marchait tellement bien que j'ai pas eu. Enfin sur le dernier scénario, j'ai même pas pioché Abigail, ou peut-être sur la fin, mais j'en ai pas ressenti le besoin quoi, de l'utiliser. Donc voilà, les ennemis, les traîtrises persistantes. Ce qui a bien marché, l'allié pivot, la bibliothécaire adjointe, et ça c'est. Oh, ça fait 2 fois. C'est très dommage. C'est très dommage. Je l'ai rajouté que pour le dernier scénario. Et en fait, ça a été un déblocage de ouf. Donc, pour rappel, réaction après l'entrée en jeu de la bibliothécaire adjointe, envoyez un soutien-livre que vous contrôlez dans la main de son propriétaire, jouez un soutien-livre différent par titre depuis votre main en diminuant son coût de 2. Et bien en fait, ça permet une grosse redondance au niveau des bouquins, et en fait c'est super. C'est juste super.
Notamment avec ces deux bouquins. Et ça m'a clairement fait mon dernier scénario. Première partie du scénario, je l'ai fait bibliothécaire adjointe avec les mémoires macabres, hop, ça se recyclait. Du coup, j'avais des plus d'enquête, ça enquête dans tous les sens, ça allait super vite. Et pour la deuxième partie du scénario, en fait, je l'ai fait avec les manuscrits pnacotiques, notamment la petite action en dessous, qui certes venait un peu limiter ou amoindrir mon tempo, mais qui, eu égard, était super bien. Puisque, voilà, petit spoil, attention, bouchez-vous les oreilles. J'avais 4 tablettes et 4 cultistes. Et dans le dernier scénario de les écarlades, vous savez ce que ça veut dire. Les manuscrits pnacotiques ils m'ont bien aidé. Du coup, j'étais bien content. Voilà. Donc non, vraiment la bibliothécaire adjointe, parfait dans ce rôle-là. Alors vous allez me dire, oui, mais bon, t'en as en 2 exemplaires, ça permet pas non plus de faire une énorme valse des bouquins. Mais on a demandé un service. Et oui. Et au-delà de ça, on a tiré fuir. Et oui. Et donc en fait, à partir de là, la bibliothécaire adjointe a vraiment permis une valse des bouquins. Et j'ai pu bien m'en sortir grâce à ça. C'était vraiment super plaisant à jouer. En fait, bon, c'est pas plus efficace qu'Abigail, c'est pas la même chose. Mais franchement, est-ce que notre archétype bouquin a besoin d'Abigail ? Je sais pas. Est-ce que la bibliothécaire adjointe n'est pas suffisante ? Faudrait que je reteste, faudrait que je vois sur une autre campagne, autre chose. Mais en tout cas, voilà, sachez-le, la bibliothécaire adjointe, bon, notamment avec Mandy, avec les coups de la recherche et tout ça, c'est super sympa à jouer et ça permet vraiment de venir switcher. Et honnêtement, les manuscrits pnacotiques, ça coûte 5. Avec la bibliothécaire, ça coûte 3. Les mémoires macabres, ça coûte 1 avec elle. C'est quand même top. Ah oui, je vais prendre ça aussi. Je vais prendre ça, qui, une fois qu'on a enquêté, nous permet de gagner en tempo en posant manuscrit ou mémoire macabre rapidement. Là, on sort de la bibliothécaire adjointe, je fais une digression, mais c'est pour montrer un peu ce gain de tempo indirect que j'ai eu entre la bibliothécaire qui me permet de poser des bouquins rapidement, quelque part, de mettre en jeu des bouquins, demande un service qui me permet de bénéficier d'effets de pause ainsi que tirer et fuir qui est rapide aussi, et je vais prendre ça qui me permet aussi de poser des trucs en rapide. C'est un bon gain de tempo qui a fait ses preuves avec ce deck. C'est pas du gain d'action brut, mais c'est du gain d'action indirect qui, mine de rien, permet à Mandy de maintenir une bonne cadence. Ce qui n'a pas été utile, et il y a vraiment un problème ce soir avec les mots en multi, utile, je sais pas, désolé. Vous m'en excuserez. Le lexique occulte, honnêtement, même si j'ai pris la version 3XP à un moment, je crois que je l'ai jamais pioché. J'ai jamais fait le tour de mon deck. Pas assez de pioche. Peut-être qu'on pourrait envisager d'améliorer le deck de cette façon-là. Mais bon, j'ai jamais pioché mon lexique occulte, j'en ai jamais ressenti le besoin. Le codex d'un autre monde et le journal des rêves pour échapper à mon largement suffit. Et Milan Christopher, bon alors je viens tempérer un peu. Milan sur le dernier scénario, j'étais bien content quand même. Parce qu'il y a quand même des tests un peu velus à 4, à 6, tout ça. Le petit plus 1 avec la ressource, bon voilà, c'était bien. Mais en dehors du dernier scénario, franchement, Milan, je crois que je l'ai pas joué. Et j'en ai pas ressenti le besoin. Encore une fois, le deck était si peu cher que Milan n'était pas si nécessaire que ça. Peut-être d'ailleurs que j'aurais pu prendre Jeremiah, mais il a été taboulisé, donc peut-être Winton. D'ailleurs, oui, effectivement, puisque j'avais pléthore de bouquins, il eût été mieux de prendre Winton, je pense. En tout cas, j'avais pas ce besoin impérieux de ressources, donc non, Winton. Winton eût été une bonne alternative à Milan. En multi, bon, je vais pas vous refaire la musique, mais bon, voilà, il faut s'orienter vers du 2x2, c'est-à-dire, là, je chopais les indices un par un, non. Non, il faut des déductions, il faut des nécessaires empreintes digitales, et puis derrière, faut avoir des événements qui vous permettent de récupérer 2 indices, chercher des réponses XP, non, pas connaissance profonde, ça tirer des ennuis, voilà, ce genre de trucs, quoi. Recherche extensive, je sais pas, bon. Bref. Voilà. Est-ce que je dirais que en version Tabou 2022, Mandy Truand est la meilleure des Mandy ?
Alors je saurais pas, voilà, je dirais pas meilleur, etc. Néanmoins, eu égard aux récentes, on va dire, améliorations des différents pools de cartes, moi je m'orienterais davantage sur une Mandy survivant. En tabou 2022, c'est-à-dire avec 50 cartes. Pourquoi? Parce que j'aime bien les cartes comme Nature de la Bête, qui en rapide nous permet de récupérer un indice, comme Brûle après lecture, qui nous permet de récupérer aussi des indices, et surtout à la croisée des chemins. Ou encore Implacable. Honnêtement, là, vous auriez 8 de mes 10 cartes survivants avec Mandy. Nature de la Bête, Brûle après lecture, à la croisée des chemins, Implacable. Implacable à la croisée des chemins qui, en 2 exemplaires chacun, nous permettent de faire 3 cartes, 2 cartes, 2 cartes, donc 10 cartes au total. Donc pas moins du 5ème de notre deck, c'est pas mal. Donc gros pouvoir de pioche et sans utiliser d'action pour cela. Alors oui, avec à la croisée des chemins, vous perdez une action, mais c'est quand même 3 cartes. Ou alors vous prenez recherche mystérieuse en chercheur, mais bon, ça coûte quand même 4 XP de mémoire, voilà. Et puis Nature de la Berthe et après Brûle après lecture, parce que niveau récupération d'indices, c'est quand même sympathique. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire avec Mandy. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, tout ça, tout ça. Petit bonus, je vais vous faire du coup un petit retour sur les clés écarlates, puisque du coup vient se clôturer cette série avec l'ensemble des chercheurs. Donc attention, il va y avoir du spoil. Très gentil le spoil, mais voilà, si vous n'avez jamais joué les clés écarlates, ou si jamais vous l'avez joué qu'une fois et que vous voulez pas que vous spoilez, voilà. Je ne rentre pas dans des détails vraiment techniques. Je donne un ressenti général sur quelques aspects. Tout d'abord, et je le redis, en solo, enfin la campagne n'a rien à voir si vous la jouez en solo ou en multi. Bon, vous allez me dire, c'est vrai pour toutes les campagnes, pour celle-ci c'est vraiment particulier. En solo, sauf les 2 scénarios cachés, alors cachés entre guillemets, il y en a un qui est plus ou moins facile à trouver, l'autre un peu plus dur. Franchement, vous pouvez vous en sortir. Il y a un seul scénario où vous devez impérativement buter quelqu'un au travers des dégâts. Il y en a un seul. 2. Mais encore une fois, vous pouvez en fait orienter votre chemin de façon à ne pas avoir d'ennemis à tuer. En solo, c'est faisable parce que vous piochez peu d'ennemis. En multi, en fait, selon les scénarios, en fait, vous vous faites vraiment acculer. Vous pouvez vous faire acculer par les ennemis. Ça peut arriver. C'est pour ça que voilà, grosse distinction solo multi. Pour revenir voilà sur le coup des scénarios où en fait vous pouvez passer sans tuer d'ennemis. Londres, vous avez beaucoup de dissimulés et des distants. Istanbul, vous avez beaucoup de dissimulés. Alors oui, vous avez les cultistes sur votre chemin de retour, mais vous pouvez les fuir. Après, c'est sûr qu'en les tapant, c'est mieux. Mais bon, avec des chercheurs, vous avez une vocation occulte, les acolytes, vous les détruisez. Alexandrie, alors, selon la version du scénario, oui, il peut être intéressant de venir défoncer du cultiste et tout ça. D'ailleurs, avec Mandy, je l'ai fait. Mais bon, c'est pas... Enfin, en matière de tempo, vous pouvez vous débrouiller sans avoir à gérer trop d'ennemis, voire quasiment pas. C'est compliqué, mais ça peut se faire. Ou alors vous le faites pas. Marrakech, ok, il faut envoyer du dégât. Buenos Aires, pas besoin. La Havane, pas besoin. L'Alaska, c'est là où vous pouvez avoir un espèce de boss, oui, effectivement, qu'il faut shooter. Et donc là, oui, effectivement, il faut avoir de quoi mettre quelques dégâts. D'ailleurs, avec Mandy, j'ai un peu manqué de peps, donc j'ai juste géré le gros méchant. Il y avait d'autres ennemis à point de victoire que je n'ai pas géré. C'est un peu dommage d'ailleurs, j'ai perdu de l'XP là-dessus. Le scénario à Kuala Lumpur qui est un peu caché, là oui, là il faut envoyer du gros lourd sur les dégâts. Le scénario caché, oui, il faut envoyer. Et le dernier scénario, non, en fait, vous n'avez pas besoin d'attaquer, d'envoyer des dégâts sur le dernier scénario. Pas besoin. Donc voilà. Je referme cette parenthèse-là. Donc une campagne du coup qui offre une expérience de jeu très différente, très différente entre le solo et le multi. Une campagne qui offre aussi une expérience de jeu très différente selon ce que vous choisissez. Ça c'est très sympa.
très sympa. Et donc du coup, voilà, au vu de ce que je vous ai dit, vous pouvez tantôt faire une campagne pour les gars qui fuient, tantôt pour les gros bourrineurs. C'est quand même assez sympa et tout. J'aime beaucoup cette campagne, mais maintenant que je l'ai faite autant jouer avec tous les chercheurs, j'ai eu grosso modo les 3 mises en place distinctes sur le dernier scénario. J'ai eu les 3. Il y a des distinctions dans chacune de ces 3 mises en place avec des petits embranchements qui sont légèrement distincts. Je ne les ai pas tous faits, mais néanmoins, il n'y a que 3 mises en place différentes sur le dernier, le dernier scénario. Le dernier scénario, en soi, qui est, à mon avis, à mon humble avis, relativement mal construit, puisqu'il met en jeu une mécanique particulière qui n'a pas été expliquée auparavant, sauf si vous avez fait le scénario caché qui vous donne la vraie fin de la campagne. Donc auquel cas, moi j'avoue qu'en termes de design, je trouve ça moyen. Pas ouf, et il y a beaucoup de monde qui s'est posé des questions sur comment en fait on joue le dernier scénario. Et d'ailleurs, moi-même aujourd'hui, je me dis, putain, comme j'ai joué qu'une seule fois avec quelqu'un, avec Psy, je ne suis même pas certain de bien jouer cette deuxième partie du scénario, on sait pas. Bon, ça paraît assez logique, mais néanmoins, je dirais pas que je suis l'ayatollah et que je sais tout, donc bon. Mais par contre, voilà, maintenant que j'ai vu au moins une fois à chaque fois ces 3 mises en place distinctes, ma critique principale sur cette campagne, que l'on ne voit que vraiment en ayant beaucoup joué, c'est que c'est cercle vertueux ou cercle vicieux. Si vous vous êtes gavé et qu'en fait les gens votent la clémence et que vous vous débrouillez bien, ben en fait vous avez pléthore d'aides, d'alliés, d'effets qui en fait font que le dernier scénario n'est qu'une vaste blague. Typiquement avec Mandy, j'ai réussi à rejoindre la coterie, à la rejoindre. Et en fait, la première intrigue, attention gros spoil, je ne piochais pas de carte rencontre. Donc je me suis stuffé tranquillement. J'ai activé la deuxième partie du scénario à la fin du premier tour parce que j'étais stuffé. Mais en fait, pendant la première intrigue, je ne pioche pas de carte mythe pendant la phase du mythe si jamais t'as rejoint la coterie. J'avais dit gros spoil. Donc bon. Et en fait, le deck de rencontre, lui aussi, est quand même un peu moins enquiquinant. Un peu moins. Avec cette mise en place-là quand tu rejoins la coterie. A contrario, si jamais la coterie se fait détruire de l'intérieur, parce que tu as été mauvais ou tu as sacrifié à dessein certains membres de la coterie, comme c'est arrivé à Mine en fait, bon, la première partie du scénario n'est pas forcément trop embêtante, mais en fait déjà tu te retrouves avec très peu de soutien et d'aide, et tu te retrouves avec pléthore d'ennemis balèzes dans le deck de rencontre. Donc c'est vrai que, bon, sachant qu'au niveau par contre de la réserve du chaos, il n'y a aucune différence, quoi. Ces choix-là n'influencent pas en l'état. Donc bon, c'est vrai que moi c'est un petit peu décevant, je trouve que c'est assez mal... je trouve que c'est un peu mal équilibré là-dessus. Avoir réussi à passer toute la campagne sans difficulté et arriver sur le dernier scénario et le rusher comme a pu le faire Rex ou comme a pu le faire Mandy, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Parce qu'on a beaucoup d'aide de la part du jeu quand on réussit bien la campagne. Donc bon. C'est... Après voilà, faut avoir joué la campagne X fois, avoir trouvé les différents embranchements, et encore je ne les ai pas tous trouvés. Personnellement je n'ai toujours pas fait le fameux scénario caché, je ne l'ai toujours pas fait. Bon, j'ai fait quoi là, mais j'ai pas fait les Bermudes, voilà. Donc bon, voilà. C'était voilà ce que j'avais à dire sur les Clés d'écarlate qui, pour le coup, à mon avis, reste quand même une très très bonne campagne. Bon, alors la lecture c'est peut-être un poil long, mais une fois qu'on a lu 2 ou 3 fois les trucs, après on les passe, faut dire ce qui est. Mais vraiment une campagne super plaisante parce que vous faites votre campagne. Vraiment, ça c'est génial, c'est indéniable. Par contre, voilà, à partir du moment où on commence à avoir une connaissance assez fine de la campagne, on se rend compte des sus falencias, comme on dit en espagnol, c'est-à-dire de ses défauts. Mais ce qui est normal, ce qui est le propre de toute campagne. Voilà, donc maintenant la vraie conclusion. J'espère que la vidéo vous a plu. Faites-moi des retours aussi sur la campagne des Clés écarlates. Qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a pas plu.
Est-ce que vous attendez que les futures campagnes se rapprochent de ce design-là? Est-ce qu'on voudrait repartir sur quelque chose de plus classique? Est-ce que vous aussi, vous avez ressenti ces mêmes défauts ou ces mêmes caractéristiques de la campagne que moi j'ai ressenti? Après, si vous n'avez pas eu tout la même expérience de jeu, bah tant mieux. Et encore une fois, dites-le moi, je serais très content de voir ce que vous avez dit et si ça peut m'orienter sur mes futurs runs. Là, aujourd'hui, j'ai pris le train pour rentrer à Nantes avant de déménager. J'ai commencé un run Winifred dans le train là. J'ai fait 2 scénarios, j'ai fait Londres et j'ai fait Alexandrie. Parce que j'essaie dans la mise en place numéro 2 qui est la plus favorable, vous pouvez soit rejoindre la coterie, soit la renverser. Enfin la renverser, la overthrown. Et du coup j'essaie de trouver comment je peux faire ça avec Winnie. Euh, donc bon, on verra bien et pour l'instant ça se passerait très bien. Encore une fois, petit spoil, ben, Alexandrie version 1 du côté du chevalier avec la bête à esquiver. Franchement, j'ai réussi le scénario sans trop de soucis. J'ai un deck qui tourne autour de Chuck Fergus, avec les événements tactiques notamment. J'ai pu gérer les cultistes et autres bêtises assez bien. Et la bête, j'ai toujours réussi à l'esquiver avec Winnie. Donc pas trop de soucis. Voilà. Bon, allez. Cette fois, je vous laisse. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Faites-moi des retours. D'ici à la prochaine vidéo, on verra ce que ce sera et quand ce sera surtout. Je vous souhaite de bonnes parties. Profitez bien des vacances. Profitez bien des jeux d'Arkham. Et puis, bah, j'espère vous dire à la prochaine. Ciao, ciao.